Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque lundi, c'est le quart d'heure américain et nous retrouvons en direct à 17h45 ou en replay, bien sûr, sur bismart.fr, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous comme chaque début de semaine pour revenir sur quelques-uns des faits marquants de l'actualité américaine. Pierre-Yves, l'Université du Michigan publie régulièrement, chaque mois, une enquête qui est une référence historique pour mesurer le moral des ménages et du consommateur américain. La dernière version de cette enquête a été publiée vendredi pour le mois d'octobre, en l'occurrence, Pierre-Yves, qui montre que la confiance des consommateurs américains depuis plusieurs mois d'affilée ne cesse de baisser désormais. Effectivement, alors c'est l'indice préliminaire, hein. On a un indice préliminaire qui tombe au milieu du mois, et puis ensuite, un petit peu avant la fin du mois, on a l'indice définitif. C'est très intéressant de voir que dans une économie américaine de plein emploi, où l'inflation a beaucoup baissé tout de même depuis plusieurs mois, où on a l'impression que l'emploi est donc très très solide et que les entreprises sont toujours désespérées à la recherche d'emploi, où l'essence a baissé, puisque depuis un mois l'essence baisse aux États-Unis, et bien malgré cela, l'indice de la confiance des Américains a nettement chuté mi-octobre. On est retombé au plus bas depuis 5 mois, et c'est le 4e mois consécutif de recul. Donc en soi, ce mouvement est intéressant, mais il est d'autant plus intéressant qu'il est paradoxal parce que par ailleurs, les circonstances économiques ne semblent pas conformes à une telle rechute du moral des Américains. Il se passe quelque chose. Alors, méfions-nous de la volatilité de l'indice de la confiance des Américains. Cette confiance est affectée par de multiples facteurs. À noter toutefois que cette chute observée mi-octobre est antérieure à la crise du Proche-Orient, antérieure à la prise d'otages américains au Proche-Orient, et que les choses peuvent continuer donc de se dégrader, ne serait-ce que de ce point de vue émotionnel. Là, un autre indice intéressant, nous parlions à l'instant de l'IRA et de la politique de Joe Biden, mais la popularité de Joe Biden, et en dépit de toute la campagne qu'il mène sur les Bidenomics, il est autour de 39% d'indice de popularité et son impopularité est à 54%. Donc il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Alors il y a plusieurs pistes évidemment. Je pense qu'une des pistes les plus évidentes, c'est qu'on sort de 30 ans d'inflation très faible et que les Américains, on a beau leur dire que ça va mieux, à part vous et moi et quelques autres professionnels de l'information économique, quand on veut savoir s'il y a de l'inflation, on regarde les chiffres. L'Américain moyen, quand il veut savoir s'il y a de l'inflation, il regarde les prix des choses qu'il achète tous les jours. Ces prix-là, parfois, baissent un petit peu, c'est le cas de certains produits alimentaires depuis quelques mois, mais ils sont très très loin de retrouver leur niveau antérieur à la pandémie, et les Américains s'étaient habitués à payer le lait autour de 3,50 $ le gallon. Un gallon, c'est 3 litres 38, et le lait, aujourd'hui, il est encore à 4,40. L'essence a baissé depuis un mois, c'est vrai, mais l'essence reste 30 à 40% au-dessus de ce qu'elle était avant la pandémie. Quand on va au restaurant, on se rend compte que les prix des menus ont considérablement augmenté. En gros, pour faire simple, pour parler de la restauration rapide, on a un burger aujourd'hui au prix où on avait le burger, les frites et la boisson. Les Américains se souviennent de ça, c'est imprimé dans leur tête, leurs habitudes de consommation ne se sont pas adaptées encore à ces nouvelles circonstances, d'autant que, n'oublions pas le plus important, l'ajustement du pouvoir d'achat n'a pas été suffisant pour une grande partie des Américains. Donc je pense que nous avons là quelques pistes qui peuvent permettre d'expliquer ce paradoxe qui n'est pas satisfaisant. Un dernier point, je crois qu'il faut mentionner et qui ne doit pas faire plaisir à la Réserve fédérale. Dans le cadre de cette enquête bimensuelle relative à la confiance des Américains, on leur pose des questions sur leurs anticipations inflationnistes. Eh bien oui, les anticipations inflationnistes des Américains, mi-octobre, se détériorent, c'est-à-dire que les Américains anticipent une inflation qui va progresser. Et le changement est assez net par rapport
à la mi-septembre, puisque maintenant il table sur 3,8% d'inflation dans un an contre 3,2% il y a un mois. Il se passe quelque chose qui n'est pas bon. À suivre effectivement, alors qu'on est à, oui, 13 mois maintenant de l'élection présidentielle américaine. Et sur le plan politique, qu'il n'y a toujours pas de speaker à la Chambre des représentants au sein du Congrès. Pierre, ça commence à devenir un peu inquiétant et peut-être même d'ailleurs que les marchés pourraient à un moment se crisper quand même sur cette situation de vide politique au sein de la Chambre des représentants, au sein du Congrès. Depuis le 3 octobre, il n'y a plus de speaker. Une minorité de 8 frondeurs trumpistes se sont alliés à la totalité des élus démocrates de la Chambre des représentants pour démettre Kevin McCarthy. Et depuis, on ne trouve pas de remplaçant à Kevin McCarthy. Kevin McCarthy a dit qu'il n'était pas candidat à sa propre succession, encore qu'il a laissé la porte ouverte. Et puis tout à l'heure, je l'écoutais, il a annoncé qu'il allait voter pour Jim Jordan. Alors Jim Jordan est celui qui va tenter aujourd'hui peut-être, dans les prochaines heures, de se faire élire par l'ensemble de la Chambre. Le problème, c'est que Jim Jordan, il lui faut 217 voix pour être élu Speaker, et il n'est pas certain d'avoir la totalité des voix de son propre camp. Rappelons que les démocrates ont 212 voix, 212 sièges à la Chambre des représentants, les républicains, en ont 221. À 217, il faut absolument faire le plein, et il n'est pas certain que Jim Jordan, qui a été adoubé par Donald Trump et qui a supplanté l'autre candidat dont nous parlions la semaine dernière, Steve Scalise, puisse réussir son coup de devenir speaker. Alors c'est très grave, pourquoi ? Parce que la semaine dernière, on en plaisantait, ça faisait désordre, mais là on a une crise majeure au Proche-Orient, et le Congrès est pour moitié paralysé. En outre, le Sénat revient en session aujourd'hui et la Chambre est paralysée parce que sans speaker, on n'a pas d'ordre du jour. Donc il faut absolument que les républicains fassent quelque chose. Et si Steve Scalise ne sera pas speaker et si Jim Jordan rate son coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer ? Ou bien il y a un autre candidat républicain qui arrive à dégager un consensus au sein de la conférence républicaine, ou alors on rentre dans des tractations qui se sont engagées assez discrètement au cours des dernières heures à Washington pour faire un marché avec les démocrates. C'est-à-dire que les démocrates qui, à 100%, ont voté contre tout candidat républicain seraient prêts à lâcher quelques voix. Il ne faudrait que 4 voix démocrates pour faire basculer les choses, de manière à obtenir du futur speaker républicain quelques concessions, notamment sur l'ordre du jour et le type de loi qui serait soumise à l'ensemble du floor, à l'ensemble de l'hémicycle de la Chambre des représentants. Naturellement, ça n'est pas du goût des Trumpistes qui pensent avoir la main pour le moment. Intéressant, hein, parce que, alors, évidemment, si les États-Unis et le Trésor américain arrivent à vendre leurs dettes sans problème, on voit quand même sur certaines adjudications, et on peut faire le lien directement avec la situation de crise politique, hein, qui est quand même un facteur de plus en plus mis en avant pour expliquer la prime de terme ou la prime de risque qu'on a aujourd'hui sur les obligations américaines du Trésor, sur des adjudications qu'on a vues la semaine dernière, comme le 30 ans, par exemple, Pierre-Yves. Encore une fois, il y a de la demande, il y a des investisseurs américains et globaux pour acheter les papiers de dette américaine, mais on demande quelques bips supplémentaires. On demande un peu plus que la rémunération de marché actuelle, hein. Il y a bien quand même l'idée qu'il y a une prime de risque qui s'installe, qui reste marginale, bien sûr, mais qui est en train de s'installer quand même dans ces marchés obligataires américains. Alors, c'est une chose de dire qu'on a une forte polarisation de la vie politique à Washington et qu'elle paralyse le Congrès. C'en est une autre de dire que le Congrès ne peut pas du tout fonctionner parce qu'il n'y a pas de speaker à la Chambre. Dans 40 jours, le gouvernement fédéral américain n'a plus de sous. Et on se retrouve en situation de shutdown. Vous imaginez qu'après le traumatisme des 15 derniers jours, quel que soit ce speaker qui va sortir miraculeusement de la conférence républicaine ou d'un deal avec les démocrates, sera-t-il capable de faire avaler
des compromis à la frange droite du Parti républicain pour permettre de financer, ne serait-ce que pour quelques mois de plus, le gouvernement fédéral. Les chances d'un shutdown le 17 novembre ont encore augmenté au cours des derniers jours et c'est certainement un des éléments de dysfonctionnement quasi permanent maintenant qui s'est installé à Washington, qui pèse sur une partie du pool d'investisseurs dans les titres du Trésor. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci d'être avec nous chaque semaine, le lundi en l'occurrence, pour débriefer ensemble l'actualité américaine. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui était en visioconférence dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, quart d'heure que vous retrouvez bien sûr comme le reste de nos émissions en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.